le Kyrgyzstan avec Jody et Meryl. Jody en fait a découvert le Kyrgyzstan en venant à une conférence du Grand Bivouac. Voilà, une conférence présentée notamment par Sylvain Tesson. Et du coup, elle a décidé il y a un an de partir 6 mois au Kyrgyzstan. Elle y a rencontré entre autres Meryl, ici présente, qui elle est kirghize. C'est ça, hein. Elle fait ses études actuellement en France et qui fait le plaisir du coup, de venir ici. Et du coup, on va faire une conférence à 2 voix. Et elle va nous raconter un peu ce qu'elle a vécu, les personnes qu'elle a rencontrées. Et moi, pour avoir vu la conférence hier, ça a vraiment déchiré, donc je pense. Personnellement, c'est un avis personnel, mais que ça va plus que le faire. Donc, on va par contre bien tenir la cadence. Je vais jouer le maître du temps, mais les autres conférences après. Donc, elle va nous faire une présentation plutôt rapide et punchy, et puis après, on fait un temps d'échange. Voilà, donc on donne 1 heure. Donc, bonjour, je m'appelle Julie. Bon, j'ai pas. Je m'appelle Jody, j'ai 24 ans et je suis charpentier. Donc j'évolue dans un monde d'hommes, mais apparemment j'ai jamais ressenti de différence. Et en fait, ceci est dû à mon éducation. Chez nous, toute une question de volonté. Et donc ma volonté un jour était de partir au Kyrgyzstan. Donc, comme l'a dit Pauline, j'ai découvert ce pays ici même au premier Grand Bivouac. Et donc ce qui m'a attiré, c'était le côté nature, la population très hospitalière, la présence du cheval, qui est très important pour moi, ainsi que l'attachement aux traditions. Je vous invite donc aujourd'hui à suivre une partie de ce voyage qui a duré 6 mois, où l'on découvrira le quotidien des habitants. Et on s'arrêtera sur le portrait de 4 femmes qui ont marqué mon périple. Donc dans un premier temps, je vais laisser la parole à mon amie Meryl, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, et avec qui nous ferons plus ample présence par la suite, un peu partie de mes portraits. Donc je vais laisser vous présenter son propre pays. Bonjour à tous, je viens du Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan, officiellement appelé aussi la République Kyrgyz, se situe au nord-est de l'Asie centrale. Donc on a la frontière commune avec le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et la Chine. La surface est à peu près 198,500 km². Pour vous donner à peu près une idée, c'est la taille de la Suisse ou un tiers de la France. Et 198% des territoires kirghizes, ce sont des montagnes. C'est plutôt le pays montagneux. Donc l'altitude moyenne, c'est 700-800 mètres. Et le plus haut, c'est le pic Janish, ou autrement dit le pic de la Victoire, qui est à l'altitude de 7439 mètres. Les Kyrgyz sont un peuple de tradition nomade, originaire de Sibérie. Par la suite, ils ont migré vers le sud jusqu'à atteindre l'actuel Kyrgyzstan. Après le rattachement au début du 19e siècle à l'Empire russe, par la suite à l'URSS, les Kyrgyz ont commencé à perdre leur tradition, mais après la chute de l'URSS en 1991, on essaie de rétablir les traditions, les coutumes. Au point de vue de politique, le référendum constitutionnel du 27 juin 2010 a instauré le premier régime semi-parlementaire de l'Asie centrale, malgré les tensions persistantes dans le sud. Donc les élections législatives ont pu se tenir le 10 octobre 2010, qui ont été saluées par la communauté internationale. Le Kyrgyzstan a à l'heure actuelle une économie plutôt agricole, c'est la production du tabac, du coton, de la laine et plutôt de la viande, bien que le pays dispose beaucoup de ressources minérales. La religion principale, c'est l'islam sunnite, mais par contre,
comme c'est le pays laïque, on a le droit d'être d'une religion différente, christianisme, plutôt le christianisme orthodoxe. Voilà. Et je passe la parole. Donc voilà le Kyrgyzstan. Donc, quand vous prenez l'avion, vous atterrissez en général à Bishkek, la capitale. Donc moi, mon périple, ça va se passer, la partie qu'on va voir ensemble, ce sera à Bishkek et à Toktogul. Et dans les pâturages, donc au Djaïlo, entre Toktogul et Bishkek. Donc, je vous ai mis le petit futé pour s'il y en a qui veulent partir en voyage. C'est vraiment Manuel qui m'a servi, moi, avant, pour faire connaissance avec le pays, et après, une fois sur place, pour m'informer. Donc, une fois sur place au Kyrgyzstan, j'ai décidé de me laisser guider par mes rencontres, parce que c'est la meilleure façon de découvrir ce pays. Il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent, parce qu'on est toujours face à l'imprévu. Donc pourquoi pas se laisser porter par le vent quand on a le luxe, comme moi, d'être libre du temps, vu que j'étais là-bas pour une durée de 6 mois. C'est comme ça que je rencontre mon ami Khalinoul, et c'est en grande partie grâce à lui en fait, que j'ai pu vivre une aventure intense, parce qu'il m'a très bien aiguillé sur mon voyage. Et donc il m'a proposé dans un premier temps de venir dans son village à Toktogul pour venir donner la main à sa maman qui est professeure de français. Donc j'ai pu partager le quotidien de Ilad Bu, cette personne qui est professeure de français. C'est une personnalité que j'ai choisie pour mes portraits aussi. Et donc je partage, une fois que je suis à Toktogul, je partage le quotidien d'Ilad Bu et le quotidien de mon ami Khalinoul. Et ça me permet d'établir un premier parallèle en fait entre la vie des femmes et la vie des hommes. Donc avec Ilad Bu, c'est plutôt j'enseigne le matin et quand on revient à la maison, pour la on fait la cuisine, on s'occupe du jardin, on s'occupe des tâches ménagères, on nourrit les animaux. Avec Khalinoul, c'est plus le marché aux bestiaux, s'occuper des animaux à la ferme qui n'est pas attenante à la maison, la visite, les visites chez les amis. Donc ce qui me plaît dans ce pays, c'est en fait vraiment qu'il n'y a pas d'heure, et donc ça donne une sensation de liberté vraiment incroyable. Alors au fur, donc là c'est dans le Khalinoul, donc là c'est le lac de Toktogul. Toktogul, ils ont créé un lac artificiel sous l'URSS, pour créer un barrage, mais on y reviendra plus tard. Donc au fur et à mesure de mon intégration chez les Kirghizes, ils s'amusent à me donner un prénom kirghize. Je suis très fière. Et donc mon prénom ce sera Jainagul. Donc il faut savoir que tous les prénoms kirghizes ont une signification. Navin par exemple, ça veut dire la gentillesse et la générosité. Et donc quand je suis Jainagul, j'ai voulu savoir quelle était la traduction. C'est plutôt comme une fleur qui est pétillante, qui éclaire. Tu me parles plus donc voilà, donc pour en revenir à Ilad Bu, qui est ici, c'est une femme de 64 ans, qui est une figure très importante autant au sein de sa propre famille que de la population de Toktogul et de la communauté francophone au Kyrgyzstan. Donc elle a connu l'URSS, la délocalisation de son village, le retour aux traditions kirghizes après l'URSS, et elle parle couramment le kirghize, le russe et le français. Donc elle est enseignante de français dans les 2 écoles du village depuis 34 ans, donc 18 ans en tant que directrice. Et aujourd'hui, malgré qu'elle ait largement passé l'âge de la retraite, elle continue à enseigner du fait de la pénurie de professeurs dans les villages. Donc quand j'étais là-bas, j'ai fait cette photo parce que quand j'étais là-bas en 2012, elle a reçu par le gouvernement français l'ordre de Chevalier des Palmes académiques pour service rendu pour transmission de la langue française. Donc ceci, professeur, c'est une activité parmi tant d'autres, car elle a notamment créé Jashmoun, de nouvelle génération. C'est une ONG en fait pour apprendre la couture aux jeunes filles et donc permettre de transmettre les traditions ancestrales, c'est très important pour elle, et aussi venir en aide aux femmes sans emploi. Donc en plus de ça, elle entretient une jolie maison dans Toktogul avec un grand jardin, donc c'est quand même du travail. Et dans cette maison, elle a créé des chambres d'hôtes. Comme elle parle français, ça lui permet d'accueillir les touristes français de passage au village. Donc me considérant comme sa fille, c'est vraiment elle qui m'a formée à la vie kirghize, en me substituant à elle pour la soulager. Donc je tiens les cours français à l'école, sans elle, alors c'est pas une mince affaire, parce qu'il y a toujours la barrière de la langue avec des enfants qui sont primaire collège à peu près. Bon, ils sont très volontaires, mais voilà, c'est difficile.
Et de retour à la maison, voilà, les tâches quotidiennes, comme je disais tout à l'heure, donc moi c'est désherber le jardin, faire la cuisine, aider à recevoir les touristes et à préparer le feu, trouver les animaux. Donc outre les gestes du quotidien, elle m'a permis de beaucoup apprendre sur le pays, donc de par son histoire en fait, et toutes les périodes qu'elle a traversées. Donc elle a un regard très très large sur l'évolution du Kyrgyzstan. Donc notamment, elle nous raconte le déchirement quand son village a été enseveli sous le lac. Donc voilà, sous le RSS, ils ont créé le lac artificiel de Totoboul pour faire un barrage et permettre d'avoir l'électricité. Sauf que voilà, il y avait le village au cœur du lac, donc ils les ont fait déménager sur les bords du lac. Donc ça a été vraiment un déchirement quand ils ont rempli le lac. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, en fait, le lac il ne sert plus à rien. Enfin, le barrage ne sert plus. Donc elle m'explique que les terres étaient beaucoup plus fertiles à l'intérieur. C'est quand même un peu une déception d'avoir fait des entreprises de si grands travaux, de si grands changements pour qu'à l'heure actuelle ça ne sert plus à rien. Voilà. Sinon dans les autres thèmes qu'on aborde, donc, il y a bien sûr la chute de l'URSS et le retour aux sources et aux traditions. Donc les Kirghizes sont très fiers. Alors voilà, elle essaye de partager les traditions ancestrales, de transmettre les traditions. Mais c'est aussi quelquefois un peu nostalgique qu'elle me parle de l'URSS parce que comme partout, les mentalités évoluent. Et donc à grand regret, le retour aux sources est parfois un peu négatif. Donc elle m'explique que les jeunes du village ils refusent de parler russe et ils sont beaucoup moins studieux que les anciens l'étaient. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est plus de faire de l'argent facile, donc ils accordent vraiment plus la même valeur au travail. Donc bien sûr, il ne faut pas faire des généralités, mais c'est vrai que c'est une tendance qu'on retrouve dans les villages. Et c'est dans sa descendance qu'elle le remarque. Donc du coup, dès que c'est les vacances, elle essaye de remettre les petits-enfants sur le droit chemin en les invitant à la ferme. Voilà. Donc il y a aussi l'islam qu'on aborde parce que c'est la religion majoritaire là-bas, l'Azimiri, mais qui reste un islam modéré et chamanisé de par leur influence plus ancienne. Et donc elle nous explique en fait qu'elle a vu que malgré que ce soit un islam modéré, elle interdit à ses fils d'aller à la mosquée avant 30 ans. Parce que c'est à partir de cet âge-là pour elle qu'on est assez mûr pour ne pas se laisser influencer par un imam qui peut parfois être extrémiste. Donc voilà, les enfants, s'ils ne viennent pas jusqu'à 30 ans, après, ils vont pas non plus. Ensuite, voilà, le dernier thème qu'on aborde, c'est le mariage. Et là, on garde un côté vraiment ancestral. Donc une bonne épouse, c'est avant tout une bonne maîtresse de maison. Car quoi qu'il arrive, en fait, chacun possède un rôle bien précis au sein du foyer. C'est vrai que la première chose qu'on regarde, c'est comment la famille, comment la femme reçoit le monde. Donc c'est pour moi une force de la nature, il a vu, parce que c'est vraiment vivre avec son temps, tout en portant un regard très large, donc une histoire très importante. Et donc elle a un regard aussi très critique sur tous les thèmes d'actualité, mais elle garde quand même un sens de l'humour très présent chez les Kirghizes. Donc c'est vraiment la force et la sagesse qu'il a vu pour moi. Donc je vous ai mis cette photo. On peut voir les cheveux de la bue qui vont jusqu'à par terre, en fait, quand les boues ils vont jusqu'aux genoux. Une grande tresse noire, et c'est très marrant parce que la première fois que je l'ai rencontrée, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, elle était de dos dans la cuisine. Et j'ai cru que c'était sa fille, en fait, que je connaissais pas. Donc je suis vite partie la chercher partout dans la maison, et quand j'ai croisé son fils, il m'a dit non, mais elle est dans la cuisine. Donc en fait, j'ai vu que c'était elle qui avait des grands cheveux noirs à 64 ans jusqu'aux genoux. Très marrant. Voilà. Alors, Totoboul, c'est un endroit où je retourne dès que possible parce que je fais des allers-retours entre la ville et voilà, les autres villages, mais Totoboul, j'aime beaucoup y aller. Donc, un jour où je suis de passage à Totoboul, mon ami Karinoul, à qui j'avais expliqué mon envie de départ, en fait, c'était vraiment de faire la transhumance avec les bergers kirghizes. Donc, il me propose en fait de m'emmener rejoindre son berger à lui, qui est en train de mener les troupeaux au Djeylou, qui est le pâturage d'été, avec le bétail, donc les vaches, les chevaux, les moutons et les chèvres. Alors c'est une proposition que j'ai bien entendu accepter parce que c'était mon rêve de faire participer à cette transhumance avec le berger. Donc j'atterris dans la famille de Mousrat. Dans la famille de Mousrat. Donc Mousrat c'est lui. Voilà. Et quand je suis arrivée sur place, en fait, quand je les ai rejoints, ils étaient sur un lieu de passage très fréquenté. Donc les femmes étaient très occupées en fait à gérer le bivouac et les gens de passage. Puis encore une fois, il y avait la barrière de la langue, donc elles ne se sont pas accordé le temps d'échanger avec moi. Donc dans un premier temps, c'est avec les hommes que je vais échanger parce qu'ils sont au courant que je monte à cheval, donc ils se contentent en fait de ce point commun pour me faire partager leur quotidien.
le cheval c'est quelque chose de vraiment indispensable pour eux et c'est vrai que c'est indispensable pour moi aussi. Du coup, ça a été un tremplin pour la communication et le contact dans le pays, dans les villages et dans les pâturages. Donc c'est avec mon frère ou parfois seul que je vais m'exercer au métier de berger caviste, comme si j'avais fait ça toute ma vie. C'était une mission d'aller chercher les troupeaux en liberté, parce qu'en fait les troupeaux sont en liberté, donc ils voguent toute la journée, voire pendant 2 ou 3 jours. Et après il faut aller les chercher pour les retrouver et les ramener à proximité du camp. C'est très marrant parce que des fois ils disaient d'aller chercher les chevaux et une fois j'arrive, ils étaient tous morts de rire et je dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas nos chevaux ceux-là, je veux dire. D'accord, mais c'est pas grave, ils vont retourner là chez eux. Bon, hein, on essaye d'assumer comme on peut. Donc voilà, bon, c'est quand même un bonheur pour moi, hein, toute la journée à cheval. Voilà, on peut partir 1 heure comme une journée, malgré qu'on soit un peu tributaire du temps. C'est vrai que sillonner la montagne pour rassembler les troupeaux, c'est pareil, on retrouve encore cette sensation de liberté. Et aussi parfois, voilà, on se installe à des endroits pour juste observer la nature. C'est ça la vie des hommes, on se promène, on s'arrête, on va voir le thé chez les amis, on regarde, on observe aux jumelles les marmottes. C'est marrant. Alors, je me suis sentie très privilégiée parce qu'un jour, en fait, ils m'ont organisé un roulac tactiche. Donc, roulac tactiche, c'est le jeu de la chèvre qu'on peut voir ici, où ils se disputent une carcasse de chèvre. Donc, c'est un jeu très important là-bas, c'est le sport national. Et voilà, un jour où j'avais loupé le roulac tactiche qu'ils organisaient pas très loin, du coup, eux, ils ont un peu culpabilisé parce qu'ils savaient que je voulais y aller. Donc, le lendemain matin, je suis sortie de ma tente. 40 bonhommes devant la yourte. Et en fait, voilà, c'était jeudi, maintenant tu vas aller chercher la chèvre pour qu'on puisse jouer au jeu et faire une démonstration. Choisir la chèvre, c'est cette émission encore. Vraiment, c'était marrant. Donc j'ai donc pu m'essayer à ce superbe sport. C'était difficile, hein, vous imaginez une carcasse de 30 kg en poids mort. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc eux, c'est vraiment un sport très violent et vous verrez des images après. Moi, c'était plus soft. On va essayer. Donc pour ma part, j'aimerais je vois que les hommes là-bas sont vraiment libres du temps et c'est vraiment un luxe très savoureux de nos jours. Donc leur vie elle est vraiment rythmée par les aléas de la journée et les rencontres. Alors pour ma part, j'aimerais bien incarner en berger kirghize, même si quelquefois les absences sont prolongées parce que beaucoup essayent pour avoir plus de revenus en fait. Pour compléter les revenus, ils partent faire guide, quelquefois voilà, accompagner des touristes, donc ils s'absentent quelques jours. Mais c'est vrai que c'est quand même une vie assez sympa. Donc une fois qu'on est arrivé au Djeylou, donc voilà, là c'est encore la vie des hommes. Donc là, cette photo c'était un repas en fait national. Donc voilà, les hommes, voilà, ils étaient tous là, ils font les fêtes nationales, les hommes ils viennent avec leurs chevaux. Donc il n'y a pas de siège comme ici ou quoi, on reste sur son cheval comme ça et on regarde le spectacle. Donc c'était marrant. Et après voilà, le repas, donc ils sont séparés, les femmes et les hommes ils sont séparés dans différentes jours. Et bon voilà, moi quand j'étais accompagnée par les hommes, ils m'ont mis dans la coupe des hommes. C'était des personnalités en plus très importantes de l'histoire. Voilà, c'était assez impressionnant. Donc voilà, une fois qu'on est arrivé au Djeylou, vraiment on a installé la yourte pour rester 2 mois. Là les femmes étaient plus calmes, l'atmosphère a pu se détendre. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me tourner volontairement vers les femmes. Et c'est comme ça que je me rapproche donc de Bouloul. Bouloul qui est la femme de Mousserat. Et avec qui elle forme un couple très soudé en fait. Donc Bouloul ce sera mon deuxième portrait. Elle représente pour moi vraiment la solidité et l'attention. Donc elle est dévouée mais elle est pleine de sincérité, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dans la communauté, elle le dit tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc c'est aussi une battante parce qu'elle tient vraiment un rythme infernal pendant la saison d'été en montagne. Donc du haut de ses 27 ans, c'est une femme vraiment accomplie, elle est mère de 3 enfants et sa vie en fait est toute tracée, donc poursuivre son Mousserat, elle est vraiment très amoureuse, elle sera au Djeylou l'été et après elle profitera de l'hiver pour se reposer au village et pratiquer le namaz qui est la prière 5 fois par jour et qu'elle affectionne particulièrement. Donc je sens en Bouloul vraiment l'envie de partager avec moi et la volonté de m'apprendre le russe pour pallier à la barrière de la langue. Donc c'est vrai que c'est là-bas que c'est quand je serai au Djeylou que j'apprendrai le plus de mots russes ou kirghizes. Et donc elle profite des tâches pour des moments de travail, comme là quand elle fait la traite, pour me dire tu viens ici et là elle me raconte des anecdotes, des histoires. Elle me parle, et moi je dois comprendre, sinon ça me sidère. Donc voilà, mais c'est vrai qu'elle utilise beaucoup de vocabulaire, elle essaie de me faire comprendre comme elle peut.
Donc ça a été très enrichissant pour moi au niveau de la langue. Donc c'est les corvées sans relâche pour Bourreau, c'est la lessive pour tout le jello, la cuisine, la traite la traite toutes les 2 heures, le bois, il faut aller chercher les corvées de bois pour faire tourner le poêle et faire la cuisine, la transformation du lait. Donc pour ma part, ce sera ma tâche attitrée, la transformation du lait. Pour leur donner le coup de main, voilà, pendant qu'elle traite, moi je prépare le lait pour faire la crème. Et donc sinon on part aussi ensemble chercher souvent le bois quand elle veut s'échapper un peu du jello et voilà, qu'on a un petit moment pour manger ensemble. Donc voilà, du côté des hommes c'est plus à cheval, où je rapatrie les animaux et du côté des femmes j'essaie vraiment d'aider Bouloul. Mais mon aide n'est vraiment rien comparé à celui de Bakri. Donc Bakri c'est la petite fille que vous voyez ici qui a 5 ans. Et donc ce sera mon 3e projet. Donc en fait elle a 5 ans et elle parle que le moment. Donc elle vit à la ville l'année et en fait durant la période estivale ses parents l'envoient au vélo. Donc c'est pas pour des vacances horaires, hein. C'est pour aider la famille et devenir une femme pour qu'elle soit dans les villages au Kyrgyzstan. Donc voilà, après vous voyez, elle fait beaucoup de ménage, vaisselle, c'est les corvées sans relâche toute la journée. Et c'est vrai qu'il n'y a personne qui la ménage. Donc les journées sont très très longues. Et voir un enfant travailler autant, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Mais bon, pour être bonne à marier, voilà, par le village vu, hein, il faut être polyvalente et efficace. Donc c'est marrant parce qu'elle a que 5 ans, mais elle est très attentive aussi à mes faits et gestes. Donc elle m'aide à reproduire exactement les mouvements qu'il faut pour les tâches, car elle me surveille, voilà, quand je suis en train de cuisiner, elle est à côté pour me dire s'il faut tourner plus vite, moins vite, s'il faut remettre du lait dedans, remettre le foulard. Bon, c'est vraiment parce qu'elle connaît par cœur les gestes comme les adultes. Et elle est très attentive aussi à ma prononciation quand je m'essaye un peu au kirghiz. Donc elle me reprend, elle me fait répéter et tout ça. C'est assez marrant. Donc malgré toutes ces corvées d'eau, parce qu'il faut aller chercher l'eau à la rivière, comme ça c'est cache dans des gros bidons, c'est impressionnant ce qu'elle arrive à porter, la vaisselle plusieurs fois par jour, la fabrication des kouroutes, qui sont les petits fromages kirghizes, la surveillance des animaux et j'en passe. Donc par tous les temps, jusqu'à très tard le soir, en fait, on retrouve quand même voilà, sur son visage, comme sur celui de Bouroul, un sourire kirghize qui est toujours prêt à se transformer en éclairé. Donc c'est une enfant qui a été pour moi particulièrement touchante et que je trouve très courageuse. Voilà. Donc on retrouve aussi ici, donc j'ai mis cette photo, c'est le seul moment où elle s'est reposée dans la journée 5 minutes. Donc j'ai pris la première photo, elle s'est mise au milieu de la rivière sur une pierre, comme ça elle n'entendait pas les bruits autour. Elle s'est allongée 5 minutes et après elle est repartie à 2000 à l'heure. Donc malgré ces belles rencontres, il m'a fallu quitter le jello à un moment donné, parce que toutes les belles choses ont une fin. Et donc, toutes les belles choses ont une fin. Et donc, quitter le jello, c'était une séparation qui était vraiment très dure pour moi. C'est là-bas que je me suis sentie vraiment privilégiée. J'ai vécu ce que je voulais vraiment vivre au Kyrgyzstan et mon permis de le vivre. Donc, j'ai été très triste et je ne m'arrêterai jamais de pleurer. Donc pour la petite histoire, voilà, quand j'ai dû partir, en fait, j'avais le frère de Khalil qui était venu me chercher en voiture. Donc je suis allée me cacher derrière la voiture et je lui ai dit, bah, va les remercier et puis après on y va. Et eux, ils m'ont vu derrière la voiture, donc ils m'ont appelé. Quand ils ont vu que je pleurais, bon, ça les a beaucoup fait rire. Alors ils m'ont invité à boire le thé, il ne faut pas pleurer. Je dis, ils ne comprennent pas, pourquoi tu pleures? Si tu veux rester là, tu restes ici. Ça sert à rien de pleurer, tu vas rester ici. Donc, mais bon, j'étais obligée de partir pour des obligations à la ville, pour les visas et tout ça. Et donc, ils m'ont invité à boire le thé dans la tente. Et c'était très marrant parce que les hommes étaient restés à l'extérieur et j'entendais qu'ils m'avaient lancé quelque chose. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Et ils m'ont appelé, Jaina, je viens voir. Je suis venue et en fait, ils m'avaient préparé un cheval pour me faire plaisir. Voilà, comme ils savaient que j'aime bien ça, pour essayer de me faire retrouver le sourire. Ils m'avaient préparé un cheval, ils m'ont jeté dessus. Et, va faire un petit tour, va te promener. Donc c'était très marrant, j'en ai tous pleuré à la fin. Donc voilà, j'ai quitté le jello et en fait à la ville, ça m'a permis de rencontrer quand même Mérim, donc c'est pas si triste que ça. Et donc Mérim qui sera mon dernier portrait, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Donc Mérim, c'est une kirghize de 24 ans qui parle le russe, le kirghize et comme vous avez pu le constater, couramment le français. Et donc elle est titulaire d'un diplôme de linguistique et communication interculturelle. Donc elle a exercé en tant que professeure de français puis guide touristique francophone au Kyrgyzstan. Elle est aussi responsable de l'association franco-kirghize d'écotourisme. Donc quand je la rencontre en 2012, Mérim est en train de préparer son départ pour les études en France. Et ça m'a permis de constater la difficulté
obtenir les visas pour les Kirghizes qui veulent venir en France, malgré son très bon niveau en langue française et des projets d'école bien précis, par rapport à nous qui n'avons plus besoin aujourd'hui de visa pour rentrer dans le pays. Donc c'est vrai que le chemin inverse est très difficile. Alors Myrim, elle possède un regard très jeune sur le Kyrgyzstan. Elle habite à la capitale et elle vit avec son époque, c'est-à-dire la capitale, ils sont très occidentalisés, donc une vie à 200 à l'heure. Alors c'est le boulot, les sorties, voilà. Le boulot, les sorties, les missions pour le travail et donc la préparation du départ en France. Et malgré tout, elle garde un très profond attachement à ces montagnes. C'est la raison pour laquelle en fait, elle a choisi son métier de guide. Donc comme vous pouvez le constater, elle a finalement obtenu son visa après un enfant, donc elle est là pour répondre à nos questions. Donc te concernant Myrim, quelles ont été les démarches pour obtenir ton visa? Ça a été difficile. Au Kyrgyzstan, on a l'ambassade de la France, mais j'ai pas bien compris à quoi ça sert, parce que l'ambassade est pas de visa pour venir en France. Donc du coup, vous êtes obligé à partir dans le pays voisin. Et déjà, c'est 6 heures de route en voiture. Ça coûte cher quand même. Déjà, il faut avoir une tonne de papier, prouver que vous n'allez pas rester en France, expliquer votre motif pourquoi vous voulez aller en France. Donc c'est quand même embêtant. Parce que vous voulez juste faire vos études, mais je sais pas. C'est un peu compliqué ça. Du coup, une fois que tu étais en France, comment tu t'es intégrée en France? Bon, je continue à m'intégrer parce que c'est quand même difficile. C'est totalement différent de mon pays. Je sais pas. Et donc, du coup, est-ce que tu penses rentrer au Kyrgyzstan ou tu veux rester en France? Bien sûr, j'aimerais bien rester en France. Je cherche un homme. Je rigole, non. Non, j'ai des projets en fait. Là, je fais mon master. Donc, dès que je finis, j'aimerais bien travailler dans les organisations internationales, surtout chez moi ou à l'étranger, mais soit présenter mon pays ou travailler sur place. Voilà. D'accord. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire aux Français en utilisant le passé? Bon, je pense que arrêtez de penser que tous les Asiatiques sont chinois. À vrai dire, c'est un peu embêtant. Vous êtes dans la rue, vous marchez tranquillement, donc après, il y a des gens. Ni hao. Excusez-moi, je suis pas chinois. Ah, japonais. Non, je suis pas japonaise. Ah, coréen. Après, il commence à dire beaucoup de nationalités, mais donc quand vous dites que c'est moi, je suis kirghize. C'est où déjà? Mais sinon, vous faites le meilleur fromage dans le monde. Qu'est-ce qui te plaît pour en revenir plus à toi, et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier de guide? Je pense que c'est la liberté. Quand vous partez en montagne, c'est aussi être proche avec la nature. Et en plus, quand vous rencontrez des gens qui sont à la montagne, c'est vraiment un vrai contact avec les gens. Même s'ils ne vous connaissent pas, par exemple, vous voyez un berger à la montagne et il vous invite à boire du thé, il discute, il vous raconte des choses. Donc c'est vraiment enrichissant. Et quand vous faites des trekking, par exemple, vous n'avez pas, comme je dis, elle a mentionné, donc on n'est pas pressé. Donc on a vraiment le sens de liberté de s'échapper dans ce métier. Quelle est ta religion? Bon, à vrai dire, quand je suis arrivée en France, j'ai vu l'islam d'ici, donc ça m'a choqué un petit peu, parce que je suis musulmane, entre guillemets. Mais chez nous, c'est modéré, c'est un peu chamanisé, mais je
peux pas dire que je suis vraiment musulman parce que, bon, par exemple, moi je mange du porc. Je sais pas. Je peux pas dire que je suis musulman, je fais en recherche. Donc, voilà. Et du coup, est-ce que tu dois changer de comportement quand tu vas dans les villages où toi tu es la ville? Oui, c'est sûr. Il faut, oui, ça dépend parce que quand vous êtes à la ville, c'est plus moderne. Donc, mais que quand vous êtes dans le village, donc bien sûr, par exemple, vous ne pouvez pas fumer devant les personnes qui sont plus âgées. Il faut vraiment faire attention à votre comportement parce que c'est pas. Même vous ne pouvez pas tutoyer. En France, ici, par exemple, vous pouvez tutoyer quelqu'un en culture sympa, Mali. Chez nous, ça ne se fait pas, donc c'est un peu mal vu. Donc voilà. Plus largement sur ton pays, qu'est-ce que tu penses du développement du tourisme dans ton pays? Je pense qu'on possède vraiment le Kyrgyzstan, c'est un pays plutôt pour les paysages, pour les montagnes, pour les gens qui aiment bien découvrir des choses, pas pour les monuments. Et je pense que le Kyrgyzstan a un bel avenir. Mais je veux pas que le pays devienne plus touristique. Je veux pas avoir par exemple 1 million de touristes par an. C'est plus. Oui, c'est les bus. Donc c'est déjà une chose de pays. Donc quel avenir pour le Kyrgyzstan? Il va évoluer, il va avoir des conditions. Vous gardez les traditions. Oui, bien sûr. Et pour toi, quel avenir? Bon, je pense que pareil. On travaille, famille. Tu veux faire une famille ou pas? On parle de quoi? C'est important quand même la famille chez nous. Ouais. Donc voilà, alors comme vous avez constaté, la vie des femmes dans les villes et dans les villages, dans les villes et dans les montagnes sont différentes. Hein. Donc à la ville, le modèle homme-femme est vraiment plus proche de notre société occidentale, alors qu'au village, les femmes elles ont un rôle plus ancestral. Donc par exemple, voilà, elles soignent les animaux, elles s'occupent des membres de la famille, donc elles s'occupent en particulier des hommes et des enfants, qui est quasiment la même chose. Par exemple, souvent elles cumulent tout ce travail avec un emploi salarié. Donc voilà, dans une famille, tout le monde a sa place et son rôle. Et donc celui des femmes, il est vraiment en tête, ce sont vraiment des personnalités et donc des piliers. Ce sont vraiment elles qui prennent les décisions et qui tiennent les rênes. Donc là j'ai mis cette photo parce que ça m'a fait rire quand j'étais en train de faire la transhumance. En fait, il y a la grand-mère qui nous rejoignait en voiture, donc ça c'était mon cheval, elle me dit descends. Et elle me prend le cheval en fait, et là elle met le pied dans l'étrier, alors elle a 68 ans je crois, pied dans l'étrier, sauter sur le cheval, parti au galop. D'accord. Donc oui, c'est très tonique. Les femmes là-bas, elles n'ont pas une minute de repos, il a vu, c'est pareil, des fois je devais l'aider, elle rentrait. Je me dis, j'ai pas dormi cette nuit, elle a fait nuit blanche, est-ce que tu peux m'aider à 64 ans, là. Très courageuse. Donc voilà, pour conclure, donc malgré la différence de vie de ces femmes qui ont retenu mon attention, je retrouve chez elles des points communs. Donc elles sont toutes très fières d'être kirghizes et pour rien au monde, elles ne voudraient abandonner leur pays. Donc elles évoluent dans une société majoritairement islamiste, mais qui est très modérée, donc ce qui leur permet de choisir à chacune leur chemin. Et donc elles sont vraiment au centre des familles, et ça les hommes le reconnaissent sans peine leur importance, parce qu'elles sont vraiment l'équilibre de la famille. Donc l'autorité, la force, c'est une référence. Donc elles jouent un rôle, en plus de ça, vraiment précieux dans l'éducation et la formation des futures femmes. Et donc malgré les difficultés quotidiennes, voilà, on retrouve chez chacune le même sourire, vous pouvez le voir. Donc il a vu, Bouloul, Barret et Mérim. Et ce fameux sourire kirghize et bienveillant en fait. Donc chez eux, réussir sa vie, c'est aussi avant tout réussir sa famille, ce qui n'est pas sans plaire à ces messieurs. Et donc je souhaite vraiment les remercier toutes les quatre, ainsi que tous ceux qui ont croisé mon chemin, et m'ont accueilli chez eux et permis de vivre tous ces moments de partage vraiment uniques et inoubliables.
Et donc, pour mon bilan personnel de cette aventure, en fait, ils m'ont également permis de me poser les bonnes questions à une période charnière de ma vie de femme. Donc, à savoir comment faire d'une famille une équipe vraiment qui fonctionne. Et je me suis demandé si la clé de la pérennité des couples et donc plus largement des familles, ce ne serait pas d'adopter vraiment un schéma d'équipe, c'est-à-dire une certaine complémentarité, une certaine solidarité, une certaine complicité. Et donc, ce que moi j'ai pu retenir et tirer de ce voyage et de ces modèles de famille que j'ai rencontrés, c'est que notamment dans les familles surtout des villages, c'est que en ayant chacun leur territoire, en fait, les membres se voient chacun plus rassurés, donc ils s'engagent davantage dans leur rôle, et ça leur permet d'être vraiment efficaces sans tomber dans le cliché. Donc par exemple, dans les modèles que j'ai retenus, c'est les femmes, les mères, elles éduquent et elles organisent, et les pères, ils mettent à l'abri du besoin. Donc les pères ou plus largement les hommes, comme chez Nabu par exemple qui a perdu son mari, ce sont ses fils, qui ramènent de l'argent même s'ils ne vivent plus à la maison, ils prennent soin de leurs parents. Voilà, c'est vraiment un schéma d'équipe qu'on retrouve. Donc voilà, tout ceci, ça m'a permis moi de trouver personnellement comment avancer ensemble plus sereinement, mais je suis bien consciente que leur schéma il ne peut pas être retranscrit exactement à l'identique en France, parce que pour rester en paix avec soi-même, on est quand même obligé de s'adapter au milieu qui nous entoure. Donc c'est ce que j'ai pu retenir et tirer de ce voyage. Et donc j'espère que vous avez pu apprécier ce moment de partage avec nous. Alors on va passer bientôt dans un moment d'échange pour poser des questions. Ceux qui n'auront pas le temps de poser des questions, après on aura un spot juste dehors pour venir nous voir ou si vous avez des questions plus personnelles à poser. Vous pourrez également retrouver des objets kirghizes, dont des objets qui sortent des ateliers d'Ilatbu, des objets en feutre, des livres aussi qui m'ont accompagné pendant et après mon voyage. Et avant ça, pour remémorer tout ça, en fait, je vous propose un petit zapping spécial Kyrgyzstan. Vous pouvez voir comme les hommes participent. Ça, c'est Ilatbu. Ouais, j'avais mon appareil photo, je leur laissais. Moi, je voulais pas prendre de photos, c'était volontaire, donc je leur laissais l'appareil à disposition.
très tard dans la rivière qui descend directement des glaciers, parce que les glaciers, c'est de la froide. Il met encore 6 ans, la rivière. Voilà, c'est marqué du travail là. On peut voir en bas son petit frère de 4 ans, toute la journée, 2 ans pardon, après les animaux.
Je sais pas si vous avez des questions. Oui, j'ai des questions à Mary. Est-ce que dans un pays comme au Tadjikistan, par exemple, il est difficile de faire le choix de faire des études contrairement à l'athlétisme, parce que le choix de s'initier à la vie de mère au foyer, c'est plus facilement Ah, mais c'est totalement différent du Tadjikistan. Intéressant parce que le Tadjikistan, c'est plus proche avec l'Afghanistan. Ils sont plus musulmans déjà. Et donc, bon, ça dépend en fait. Par exemple, on a vraiment la différence entre le nord et le sud. Mais ma mère est nord du sud. Là-bas, ils sont plus musulmans. Mais quand même, on a le choix toujours de choisir si on voulait faire des études. Bon, c'est comme ça. Mais par contre, avec le Tadjikistan, je pense que pour nous, c'est plus facile de faire des études. Parce que au Tadjikistan, ouais, c'est un peu, je pense, c'est un peu dur d'avoir le choix. surtout qu'elles ne sont pas mariées après. Ah bon, voilà. J'ai bien aimé votre appréciation sur le tourisme. Alors que je connais un peu Coca du Sud, eux ils n'attendent que vraiment l'avenir glorieux par le tourisme, par l'apport de tourisme entier. Et vous avez vraiment une idée de ce que pourrait entraîner en négatif une masse de tourisme. Alors est-ce que les autorités sont sur cet avis-là du tourisme modéré, ou alors est-ce qu'ils font un appel pour tout préparer pour la venue de touristes? Bien sûr, ils veulent bien en profiter, avoir plus d'argent, mais parce que par exemple, même les gens qui tiennent des agences touristiques, vous voyez, moi je travaille en tant que guide et je vois des difficultés de ce travail et je vois des touristes. Mais pour eux, ça se compte pas. En fait, ils veulent juste avoir de l'argent. Ils organisent, par exemple, des trekking. Mais moi, je vois, par exemple, il y a des treks, entre guillemets, écologiques. Il y a des gens qui viennent et disent, oui, nous, on est des touristes éco. Par contre, ils ont pris un 4x4 qui dépense, je ne sais pas combien de pétrole. Et donc, après, ils disent, oui, ils jettent des poubelles à la montagne. Ouais, vous êtes vraiment écologique. Après, ils demandent, ah, il n'y a pas de presqu'île ici. À l'altitude de 3800 mètres, donc ils demandent une presqu'île. Je dis, bon, non, c'est pas les Champs-Élysées, on n'a pas de presqu'île ici. Donc, il faut s'adapter. Voilà. Et moi, je veux bien garder vraiment une nature intacte comme nous, on l'a pour le moment. Je veux pas que, par exemple, ça soit vraiment vous craser avec tous les touristes. Justement, je crois qu'il faut bien faire attention à partir de maintenant de garder l'environnement. Non, parce que moi je suis allée au Kirghizistan au mois d'août. J'étais dans les Monts Célestes, quand j'ai fait tout de Bishkek jusqu'à Izikul et après en montagne entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Mais on voit déjà que ça commence un petit peu, les goûts de cigarettes par terre, les bouteilles de plastique, ça commence un petit peu dans certains endroits. Alors, je crois que ce serait bien pour vous si vous pouviez déjà maintenant prévenir vraiment les gens, les touristes, que vraiment qu'on laisse propre derrière eux et des choses comme ça, les gens qui viennent. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas que les touristes, c'est les locaux aussi. Parce que eux, avant, c'était que ils jetaient des déchets dégradables, et maintenant, avec l'importation des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, eux, ils ne se rendent pas compte. Parce que quand vous nous expliquez, quand ils viennent, la saison d'après, ça a disparu avec la neige et tout ça. Donc pour eux, c'est pas, ils ne se rendent pas compte en fait de l'écologie. Moi, je suis avec des amis à Paraguay, une famille qui m'a fait, il y a jamais. On était la journée à la plage et tout, on voit des bouteilles en plastique, on
son parfum, elle prend, elle la jette comme ça sur la plage. Je dis, mais tu sais, ça en France, c'est interdit, hein. Je dis, mais ça se dégrade pas, en fait. Après, ça, tout, elle m'a regardé. Pourtant, c'est quelqu'un de très gentil, tout, mais elle a rigolé. Et je me dis, même, puis elle n'a pas compris, quoi. Elle est partie. Ils sont pas conscients. Même nous, je veux dire, on n'était pas conscients. Parce que là, voilà, en ce moment, c'est vraiment en train de se développer. Il y a quelques années, on n'était pas conscients des déchets. Les mairies, mais l'essai, justement, elle était responsable de la NPE. C'était le seul point à Bishkek où il y avait 3 poubelles de tri. Oui. J'ai juste une question, c'est juste concernant nos visas, parce que je sais que pour les gens de l'Asie un petit peu centrale, en dehors de l'Europe, c'est très difficile d'obtenir un visa pour l'Europe, notamment pour la France, pour vous. Donc je veux savoir comment vous avez réussi à obtenir votre visa pour la France. Est-ce qu'il faut avoir toujours de bons contacts? Ou c'est la corruption, les bakchiches, entre guillemets, qui marchent aussi bien dans le pays? Donc je veux juste savoir comment vous avez pu venir en France. Bon, en fait, j'ai fait plusieurs allers-retours au Kazakhstan, dans le pays voisin. Et déjà, à l'ambassade de la France au Kazakhstan, je trouve qu'ils ne sont pas trop sympas. Déjà, Ouais. parce que sur le site, ils écrivent, vous pouvez avoir votre visa si vous venez des pays voisins. En plus, c'est loin quand même. Et ils ont dit, bon, vous pouvez avoir votre dossier peut être traité le même jour et vous pouvez avoir votre visa le même jour. Donc j'arrive, je voulais juste poser une question, donc on m'a dit au revoir. Donc, oh Dieu, merci, je suis partie. J'appelle, il ne répond jamais. Oui. Donc, C'est normal pour eux. oui, c'est pour l'ambassade, c'est normal. Donc je suis allée à l'ambassade de la France au Kyrgyzstan, dans mon pays. J'ai demandé à quoi ça sert cette ambassade. J'étais étonnée, il y a une ambassade, c'est bien logique, ça doit marcher quand même. Ils m'ont dit non, il faut aller dans le pays voisin. Donc déjà, ça coûte cher parce que je peux pas, moi je suis étudiante, je ne peux pas me permettre de faire aller-retour comme ça. Mais parce qu'en fait, au départ, je suis venue en France comme jeune fille au père. Parce que avant de commencer les études, je voulais voir comment ça se passe, la vie ici, oui, pour m'adapter et pour voir si je peux m'intégrer parce que quand même c'est totalement différent. Et ma famille en France, donc ils ont appelé l'ambassade. Et donc après ça, j'ai reçu tout de suite mon visa. Oui. Ça marche comme ça. Donc voilà, pour Bakchi, je veux dire en fait, que vous avez mentionné, donc ça existe partout. Hein. Donc, Je sais, voilà. même en France. Même Ça en coûte France, 3 000 euros, hein, visa. Je sais, Pour je notre sais. pays. Voilà. Je sais. Merci beaucoup. Mais à l'ambassade, non, il n'y a pas de Bakchi, c'est juste que je pense que. À l'ambassade, il n'y a pas de bakchiches, il n'y a pas de corruption à Non. l'ambassade, non? C'est ça que... Non, c'est juste que ça prend beaucoup de temps et je pense que ça ne fonctionne pas bien comme il faut. Et ça dépend, c'est pas juste que les gens locaux au Kazakhstan, je pense, je sais pas, travaillent pas bien. Merci. Pourquoi c'est très lourd? Pourquoi vous êtes parti là-bas? Parce que je sais pas trop. Je sais pas, c'était vraiment. J'ai flashé sur ce pays en fait, il y a 10 ans en bivouac. Il y avait une yourte, il y avait monté une petite yourte, hein, c'était pas encore l'ampleur d'aujourd'hui. Et du coup, il y avait un livre et ils devaient traverser toute l'île centrale sinon Tesson et Priscilla Telmo. Et du coup, je sais pas pourquoi c'est ce pays, c'était ce pays quoi. Et du coup, après, les reportages à la télé et tout, ça m'a encore plus envie d'y aller quand on lit le petit futé. Super destination, la plus sûre au monde, allez-y, trop bien. Pas trop de touristes en plus. Donc c'est aussi pour ça que les gens déclencheurs de partir, parce que je pense que comme partout, le tourisme se développe de plus en plus. Ils voulaient vraiment y aller pendant que c'était encore un peu préservé de ça. Et vous allez y retourner ou vous y êtes sur J'espère. Ouais. Peut-être pas 6 mois, parce que c'est quand même. Pas des sacrifices, mais c'est une organisation, voilà, de partir 6 mois. Je pense pas que je pourrais me le permettre aujourd'hui, mais 1 mois, 2 mois, ouais, j'envisage. Dès possible. Mais c'est pareil, avec le travail, en 2 mois, les vacances, c'est pas trop.
Voilà. Non, non. J'ai fait un semblant d'itinéraire pour rassurer ma famille. Parce que là, on m'a dit, mais tu vas partir, t'es pas prête, là, tu pars par moi, t'as rien peu parler. Par quoi, j'ai un sac à dos, bon. Donc j'avais juste eu un contact, c'était par mail avec une association qui donne, c'est un Français sur place qui donne des cours de français aux Kirghizes en fait, qui veulent émigrer au Canada. C'est des Kirghizes d'origine coréenne souvent, ou russe, voilà, qui voudraient émigrer à Montréal. Et donc ils ont besoin d'avoir un certain niveau de français, donc eux ils engagent, on va dire, des volontaires pour pouvoir discuter avec des Kirghizes, pour leur apprendre mieux la langue. Donc j'avais un contact mail par eux, je devais passer les voir. Mais voilà, sinon sans plus. C'est vraiment les rencontres, je suis arrivée sur place et quand j'étais justement, j'ai rejoint cette école alors que je ne trouvais pas dans Bishkek. C'est un peu compliqué, il n'y a pas de numéro de porte, il n'y a pas d'adresse en fait sur les. Alors on se dit, tu viens à l'école, 38 rue Skaya, ça arrive, il n'y a rien en fait, il y a des portails comme si c'était des maisons, pas d'école. Et là en fait j'ai une dame sur le trottoir qui me regarde qui me dit Claudie, tu cherches Stéphane, bien, et tout, une Kirghize, en fait, c'était sa femme. Et c'est vrai que c'était beaucoup comme ça au Kirghizistan. J'arrivais dans un village, j'avais prévu en gros d'atterrir ici, et des gens, je voyais des gens, des fois des Kirghizes, ils me suivaient, et bien surtout, Jody, c'est moi. Ok, d'accord. Et donc voilà, une fois que j'étais dans cette école, il y a le collègue américain Franck, qui était un Français sur place, il m'a dit, je dois aller voir un coup avec Khalil qui a des chevaux, et comme toi t'aimes les chevaux, viens avec nous, ça pourrait être sympa, il voudrait avoir des Français pour discuter, parce que lui il parle vraiment français aussi, il fait ses études en France. Et donc de là on s'est rencontrés, et direct le soir il m'a dit, ah ouais, on a parlé des chevaux, tout ça, et ma mère elle voudrait des volontaires pour aller enseignante de français, je dis, ah moi j'ai rien à faire, si tu veux je viens. Ok, je te rappelle, le lendemain il m'appelle, saute dans un taxi, viens tout de suite, d'accord. Je suis partie là-bas, et voilà, après de fil en aiguille, on rencontre la communauté francophone, ils se connaissent un peu tous, donc, dès qu'on doit aller à un certain point, ils peuvent nous renseigner sur qui on peut rencontrer là-bas, qui on peut s'adresser. Il y a beaucoup de personnes qui parlent français là-bas Pour moi, oui, parce qu'en fait, là-bas, c'est beaucoup du trek, le tourisme. Et donc, les Français sont de très gros trekkers. Déjà, pour ça, quand j'étais là-bas, c'est les plus gros trekkers, du coup, avec un peu les Suisses aussi. Et du coup, ils parlent. Enfin, moi, j'ai rencontré plus de gens qui parlaient français que de gens qui parlaient anglais. Question un peu pour les deux. Quelles sont les difficultés pour les Occidentaux à comprendre dans la culture kirghize? Est-ce qu'il y a des points où justement on est complètement à l'ouest et on comprend pas? Ils n'ont pas du tout on n'a pas du tout le même regard sur les choses en fait. Moi, c'est ce que j'ai pu constater parce que j'étais française, du coup, quand je prenais des touristes, bon, les toilettes, ils vont pas peut-être pour leur journal, les Kirghizes, ils vont peut-être pour aller aux toilettes. Et à contrario, les Kirghizes, quand j'étais avec eux, ils me disaient, les touristes, en plus, ils sont sales, ils se lavent jamais la figure le matin, parce que nous, là-bas, le matin, on se lavait la figure à la rivière. Ils disaient, oui, les touristes, ils se lavent jamais le visage. Alors, c'est vraiment, on n'a pas du tout le même regard sur les choses, sur différentes choses. Donc, je pense que, voilà. Les touristes, pour un touriste, c'est quand même difficile de s'adapter au rythme kirghize, il n'y a pas d'heure et tout. Alors, c'est ce qu'on disait hier, les treks, c'est quand même souvent organisé, donc il y a quand même des heures respectées, mais comme moi qui pars comme ça, il faut vraiment s'adapter. Bon, pour moi, ça n'a pas été difficile, mais je pense que pour beaucoup de personnes, ce serait. Ouais, c'est vraiment dépaysant, et du coup, c'est. Voilà. Donc, on a l'habitude d'être à telle heure, à tel endroit, après, voilà, quand on dit il faut partir. On part dans 1 heure à la ville, en fait tu pars le lendemain, bon je m'en fiche, hein, mais c'est vrai qu'il y a des gens, nous, les contraires, donc il faut être actif aussi. On part demain, puis en fait on part maintenant. On fait tes affaires, la voiture est déjà